Donc, on va écouter la communication de notre collègue directeur du musée de l'Altaro, Kevin Pech-Kileki, donc spécialiste de l'âge du bronze, qui va être notre Sherpa cet après-midi sur le site de TAP. Pourquoi il s'en fout des trucs? Oui, il va nous... On va lui mettre le sac. Moi, il va me tirer. C'est ça, encordé. Donc, il nous présente les derniers résultats d'une fouille en cours, là, qui est la dernière campagne s'est achevée ces dernières semaines. Donc, la relecture d'un site étudié anciennement donc, par Roger Grosjean, le site de Philitose. Bien, bonjour à tous. Je vais donc présenter une communication collective. Comme Marie-Laurence vient de le dire, c'est une fouille qui est en cours, dont la 4e campagne s'est terminée il y a seulement 3 semaines. Mais c'est une campagne dont je vais quand même pouvoir vous présenter les principaux résultats grâce à la célérité, notamment de Florian Soula, qui m'a fait le relevé topographique en des temps records. Et du coup, j'ai toutes les planimétries de la campagne 2024 déjà dans le diaporama. Alors, Philitose, donc on va attaquer tout de suite. Donc j'imagine que vous avez déjà entendu parler du site. C'est un site un petit peu connu dans l'historiographie corse. Il est connu aussi parce ça a été un des premiers à avoir été ouvert au public. C'est un site privé qui est très bien renseigné sur le réseau routier et qui draine beaucoup de visiteurs chaque année. Je crois qu'il y a à peu près 70 000 visiteurs qui y vont chaque année. Alors, c'est un site qui se trouve dans le sud-ouest de la Corse, près de la rive nord du golfe du Valinco, sur la commune de Solacaro, et qui est installé sur une colline rocheuse qui domine la basse vallée du Tar. C'est un site qui a été découvert, on va dire, ou plutôt dont la première mention date de 1949. Et c'est le propriétaire du site, à l'époque Charles-Antoine Cesari, qui en nettoyant des vieux murs, s'est aperçu qu'il y avait des visages humains sur certaines pierres. Et donc il a commencé à diffuser autour de lui cette information. Il a essayé de faire venir des scientifiques ou des journalistes aussi. Et c'est comme ça que Roger Grosjean est arrivé sur le site à partir de 1956, je crois, 7 peut-être, et qu'il a attaqué des fouilles sur place dès 1958. Donc Roger Grosjean, comme vous le savez, c'est un des pionniers de la préhistoire corse et notamment de l'âge du bronze. Il va reconnaître dans ses têtes sculptées dans le granit des fragments de statues menhirs. Il va reconnaître aussi des architectures fortifiées. Et tout ça cadre très bien avec les problématiques qu'il est en train de mettre en place au même moment dans toute la Corse sur les statues menhirs et les architectures défensives de l'âge du bronze. Donc il attaque des fouilles sur les monuments touriformes du site et il va faire appel aussi à son collègue Enrico Azzeni de l'université de Cagliari pour venir fouiller les zones d'habitat qui sont supposées à ce moment-là se développer dans toute la partie sud du site. Philitose va constituer un jalon important de la constitution de la théorie Chardane, de par la présence d'au moins 20 fragments de statues menhirs, 20 statues menhirs sur le site, de par aussi leur destruction volontaire notée par Roger Grosjean sur le site et par le remploi de ces fragments, de ces tronçons dans les architectures touriformes. Alors, les fouilles vont se développer donc de 1958 jusque vers le 1978, je crois, quelque chose comme ça. Donc, il y a à peu près 20 ans de fouilles, même si ce n'est pas quelque chose de continu. Et malheureusement, mais comme souvent finalement avec les travaux de Roger Grosjean, on a relativement peu d'archives sur ces sites, et d'où l'intérêt, mais comme à TAP finalement quelques années auparavant, de revenir sur le terrain, d'essayer de voir ce qu'on pourrait compléter, essayer de reprendre la documentation matérielle déjà, parce que en 2018-2020, avant de faire la fouille de Philitose, on s'est attelé avec Coralie Méron notamment à reprendre l'étude de toutes les collections inédites, notamment les collections des fouilles Azzeni qui avaient disparu
qui avait disparu pendant 30 ans et qu'on a retrouvé dans les réserves finalement du musée, du nouveau musée. Voilà, donc il y a eu une mission préparatoire qui a servi à définir un petit peu les problématiques de ce qu'on allait faire à partir de 2021, dans le but de préciser l'organisation de l'habitat, de préciser évidemment la chronologie de l'occupation, d'essayer d'intégrer le site dans son contexte micro-régional qui est particulièrement riche et bien étudié, parce qu'on a sur un rayon de 5 km plusieurs sites fouillés, comme Basi, Campuste, Fano, Monti Barbato, Castelluccio, Calzo, Laicalan, Kissaparalt, enfin, et il y en a pas mal. Et on voulait aussi, avec ce nouveau projet, mettre un petit peu plus en avant aussi les études paléo-environnementales. Et cette fouille, cette nouvelle mission s'est matérialisée également par la réalisation d'un plan topographique actualisé et par la réalisation de sondages. Donc actuellement, on est à peu près à 47 mètres carrés qui ont été réalisés depuis 2021. Alors, 47 mètres carrés, mais où donc on avait deux choix en fait en 2021. On en avait discuté avec Laurent Séveigne à l'époque, et on s'était dit bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on colle les nouveaux sondages aux fouilles anciennes, aux fouilles d'Enrico Azzeni dans la partie sud, celle que vous voyez là en bas, ou alors est-ce qu'on part sur un nouveau projet et cette fois-ci on pourrait aller voir ce qui se passe du côté de l'enceinte nord-est? Et finalement, c'est ce choix-là qui a été fait. Donc vous avez ici le nouveau plan topographique du site. Donc on est sur une butte rocheuse qui est délimitée au nord et à l'ouest par des ruisseaux pérennes, le ruisseau de Sardel au sud-ouest et le ruisseau du Barcadiolo vers le nord. La confluence est située à quelques dizaines de mètres vers l'ouest. C'est un plateau sommital qui culmine à peu près à 66 mètres d'altitude, qui est délimité par deux enceintes que je pense être successives. On a toute la partie à droite, là, donc à l'est, qui forme le noyau ancien, avec le monument central sur le point dominant au milieu. Et puis je pense dans un deuxième temps, mais qui est lui aussi assez ancien, une extension du Castedo vers l'ouest, qui se matérialise par une nouvelle enceinte et par la construction du touriforme ouest. Donc on voit sur le plan les fouilles anciennes en bleu clair vers le sud, et puis les fouilles 2021-2024 en haut à droite, donc vers le nord-est. Voici une vue aérienne oblique du site. Donc on voit au premier plan le touriforme ouest, et puis dans les oliviers un petit peu plus à gauche le touriforme central, avec donc les sommets qui dominent le sud de la vallée du Tar, à vous là en arrière-plan, et notamment le Monti Barbato sur la droite, qui est le deuxième grand habitat du bronze moyen sur le secteur. Alors voici le plan, la planimétrie du secteur de fouille. Donc pourquoi on est allé là? Parce que, alors on ne voyait pas le rempart quand on a commencé le chantier, mais bon, on savait qu'il y était parce qu'il y avait quand même une rupture de pente assez notable qui indiquait qu'on avait donc un rempart enfoui. Et effectivement, on l'a trouvé tout de suite dès les premiers coups de truelle. Et pourquoi on s'est mis contre le rempart? Parce qu'on imaginait que, étant donné que c'est une limite naturelle qui empêche, qui gêne un petit peu les agents érosifs de se développer, on imaginait trouver là une stratigraphie relativement importante qui nous permettrait de faire des observations plus facilement sur la chronologie et l'organisation du site. Alors on n'a pas été déçus, parce qu'en fait on a trouvé une stratigraphie beaucoup plus importante que prévu, puisque contre le rempart on a trouvé jusqu'à 1,80 m de sédimentation, dont 1,40 m rien que dans l'âge du bronze. Donc c'était même relativement surprenant parce qu'on est quand même sur un site perché, donc on était censé avoir de l'érosion, et là on avait des accumulations qui feraient pâlir de jalousie des sites de plaine. Donc c'est quand même assez étonnant, et en fait en fouillant on a compris pourquoi il y avait une telle sédimentation, tout simplement parce qu'au cours du bronze moyen 3, au moins, mais peut-être aussi avant et après. Au bronze moyen 3, les gens qui ont structuré cet espace pratiquaient très régulièrement des recharges de sol. C'est-à-dire que tous les 10, 15 ans, 20 ans, je ne sais pas, ils refaisaient un peu la déco dans la maison, et avant de tout reprendre, ils balançaient 8 ou 10 cm de terre
sur les sols. Alors, du coup, on a une très très bonne conservation des éléments structurants de ces contextes domestiques. Mais par contre, le désavantage de cette situation, c'est que dans ces recharges, il y a souvent du mobilier résiduel. Et donc, on va se retrouver avec une sorte d'effet réservoir comme ça, qui vient un peu polluer les ensembles semi-clos stratigraphiques et mobiliers qu'on aurait pu avoir dans les différentes couches. Alors voilà une vue de la stratigraphie dans la partie nord-est du sondage, avec les différentes époques qui sont marquées. Donc vous voyez que le bronze moyen au milieu, il fait à peu près 65 cm. Le bronze moyen 3, c'est une période qui dure un siècle, et on a 60 cm de sédimentation, c'est quand même assez imposant. Donc voilà ce que ça donne sur les coupes stratigraphiques. Bon, j'imagine que vous ne voyez pas grand-chose, je ne vais pas les commenter dans le détail. Donc sur 1,80 m de sédimentation, on a pu observer 21 phases d'occupation, dont 10 rien que dans le bronze moyen 3. C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors quand je dis 21 phases, c'est juste qu'il y a eu plusieurs moments de recharge ou de refonte ou de transformation de l'espace. La chronologie, en l'état, elle est étendue à minima entre moins 1650 et moins 1200, c'est-à-dire entre la transition du bronze ancien et du bronze moyen et la transition entre le bronze récent et le bronze final 1. Cette chronologie, du moins dans les parties récentes, elle est assurée par 10 datations radiocarbone qui sont assez cohérentes. Par contre, pour les niveaux les plus anciens, on se base sur la typologie céramique, mais là, comme je vous disais tout à l'heure, ça pose problème. Parce que dans les niveaux les plus bas, on a très clairement des éléments bronze anciens, on a des anses coudées notamment, c'est très caractéristique. Mais on ne peut pas estimer aujourd'hui quelle est la part résiduelle de ce mobilier dans la stratigraphie. Et si on a des anses coudées, par exemple, qui sont là en position résiduelle, eh bien, on peut imaginer qu'on a la même chose pour le charbon, malheureusement. Donc, ce n'est pas faire du carbone 14 qui va nous aider beaucoup à mieux comprendre la chronologie de l'installation. Mais on a quand même des planimétries qui sont très présentables. Voilà, j'en ai pris une ici pour les niveaux les plus anciens. Donc vous avez le rempart au nord-est, rempart dans lequel on a eu la surprise de trouver une poterne, hein, donc une entrée secondaire. Ce rempart, il est doté d'une banquette, c'est ce que vous voyez en rose ici. Et puis un petit peu plus au sud, on a un mur de maison. Alors probablement qu'il y avait une maison qui était accolée au rempart et qui fonctionnait avec la poterne. Bon, pour l'instant, c'est difficile à comprendre parce qu'il nous manque les petits côtés de la maison. Et puis ce que vous voyez dans le sondage à gauche, c'est un foyer, donc peut-être un foyer externe ou un foyer d'une maison qu'on n'a pas encore individualisé. Dans les niveaux à forte recharge du bronze moyen 3, j'ai sélectionné ce sol-là parce que c'est celui qui a conservé le plus de structure. Donc vous voyez qu'on a des murs, mais on n'arrive pas pour l'instant à comprendre le plan véritable de ce qui constitue probablement une ou deux maisons qui sont accolées. Et puis encore une fois, un foyer. Voilà. Bon, enfin, il va falloir étendre les fouilles pour mieux comprendre ces questions d'espace et d'organisation. Mais en tout cas, tout au long de l'occupation, de cette occupation, de la fin du bronze ancien à la fin du bronze moyen, on est très clairement dans des contextes domestiques, hein, tout tend à le démontrer. Par contre, au bronze récent, tout change, c'est-à-dire qu'on va complètement démonter à cette époque-là les murs des maisons qui restaient, on ne va plus aménager de foyers, et en fait, cet espace va se structurer par tout un lot de fosses. Alors, il y a des fosses que j'ai mis en vert sur la planimétrie, qui sont des fosses foyères, ou en tout cas, ce sont des fosses qui ont accueilli des feux. Il y a beaucoup de pierres chauffées dans ces structures-là. Ce sont des fosses très lenticulaires, hein, elles sont très peu profondes, elles font à peu près 10 cm. Et à côté de ces fosses en vert, on a les fosses en rose. Alors les fosses en rose, c'est pas du tout pareil, c'est des fosses vraiment cylindriques, très profondes, hein, certaines font jusqu'à 1,10 m de profondeur. Il y en a quelques-unes d'entre elles qui comportent des éléments de calage en blocs de granit. Donc vous voyez qu'a priori on a une file centrale sud-ouest-nord-est, mais on pourrait aussi avoir une file un petit peu plus au nord et peut-être même une file un petit peu plus au sud. Alors, ce qui est intéressant avec ces fosses, c'est que dans deux d'entre elles,
celles qui sont le plus à droite en fait. Vous voyez en rose fuchsia 2 pierres qui sont matérialisées. En fait, il s'agit de parties basales de monolithes sculptés, probablement des statues menhirs. Donc voilà, associés à ces fosses, nous avons des pieds de statues menhirs. Donc voilà, là commence le début de la réflexion sur l'interprétation de cet ensemble de fosses que dès lors on pourrait voir comme un monument mégalithique fantôme, c'est-à-dire un monument qui aurait été démonté et donc privé de ses menhirs et de ses statues menhirs. Et ça tombe plutôt bien, parce que pour le coup, à Philitos, nous avons 20 statues menhirs qui sont en position secondaire. Donc voilà, l'idée c'est peut-être de mettre virtuellement les statues menhirs qui sont en remploi sur le monument central dans les fosses qui sont donc à seulement 20 mètres. Hein. Et ce point est en partie confirmé par la découverte cette année d'une nouvelle statue menhir, donc du moins d'un fragment de tête de statue menhir, qui a été trouvé, lui, à 25 mètres au sud du sondage actuel. Alors, au niveau des surprises, c'est pas tout à fait fini. Alors oui, avant d'aller vers la suite, alors pourquoi et comment ce monument a-t-il été détruit, si tant est qu'il ait existé, parce que pour l'instant, on est toujours dans l'hypothèse. La destruction des ancêtres ou des images des ancêtres ou des images des puissants est quelque chose d'assez récurrent dans la proto-histoire méditerranéenne. On connaît tous ces images de pharaons qui ont été effacées aussi bien au niveau de leur visage qu'au niveau de leur nom sur les cartouches. On connaît à des époques plus récentes des phénomènes de destruction de statues. J'ai mis ici le démontage de la statue de Louis XIV sur la place Vendôme pendant la Révolution, mais quand j'étais petit, moi je me souviens très bien des statues de Ceausescu, de Lénine qui tombaient par terre, de Saddam Hussein plus récemment. Donc détruire des statues, détruire des images, détruire des icônes, c'est un geste politique probablement assez fort, et peut-être qu'on a la même chose là sur le site de Philitos, ce qui illustrerait un changement politique ou dynastique ou je ne sais pas. Alors, la deuxième surprise qu'on a pu avoir, c'est que dans ces fosses, il y a du mobilier. Alors, il y a du mobilier céramique, mais tout est mélangé. Enfin, il y a plusieurs époques qui montrent tout simplement que ces fosses, elles ont été creusées dans des stratigraphies qui sont très épaisses, qui sont elles-mêmes polluées par des phénomènes de résidualité. Donc, en fait, c'est pas très étonnant de constater qu'on a dans ces fosses du mobilier céramique d'un peu toutes les époques. En revanche, la véritable surprise, ça a été de trouver dans ces fosses, dans au moins, je crois que c'est 4 d'entre elles, on a des restes humains. Des restes humains incinérés qui résultent de crémation, de dépôts de crémation secondaire, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui ont été brûlées sur des bûchers, dont on a recueilli les restes, et ces restes ont été enfouis dans ces fosses. Dès lors, ces fosses deviennent aussi des sépultures. Et une autre surprise, ça a été également de trouver des parures individuelles dans ces fosses, et notamment 2 perles en verre qui datent du XIVe siècle. Enfin, je n'ai pas dit la datation, mais ces fosses, elles datent toutes entre 1350 et 1200. On a plusieurs datations. Et donc des perles en verre d'origine orientale, une est égyptienne, et l'autre est mésopotamienne. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a ? On aurait des alignements de statues menhirs en lien avec des tombes, et on est fortement tenté, en tout cas, de se demander si les personnages qui ont été enterrés là ou inhumés ici ne sont pas finalement ceux qui sont représentés par les statues menhirs. Dès lors, les statues menhirs deviennent des stèles funéraires et des stèles de signalisation de sépulture. Alors, si on va voir un petit peu plus loin, si on cherche des comparaisons à travers l'Europe et la Méditerranée de sépultures élitaires en contexte domestique, le premier exemple qui vient en tête, c'est celui du cercle A de Mycène.
Donc on a un monument circulaire qui est près de l'entrée du site, où on a des stèles. On a des stèles qui sont associées à des sépultures individuelles, et ces stèles représentent souvent des guerriers. Enfin, vous voyez qu'on a quand même quelque chose d'assez proche. Et puis on a aussi le site de Montipram, dans l'ouest de la Sardaigne, où là on a une espèce d'allée, où on a au moins 140 sépultures qui sont alignées. Et ce sont des sépultures individuelles masculines, toutes. Et chaque sépulture est liée à une statue, le plus souvent une statue de guerrier, qui se trouve juste au-dessus. Et ça, c'est contemporain de Philitose. Donc, vous voyez, on a quand même quelques exemples assez parlants. Et voilà, j'ai assez parlé de cette chose-là. Je vous montre quelques images de reconstitution très hypothétiques. Donc ça, c'est un peu le fonctionnement du secteur fouillé au bronze moyen. Donc vous voyez qu'on a des maisons qui sont devant le rempart qui est percé par sa poterne. Poterne, je n'ai pas dit, mais qui montre qu'il y a un axe de circulation entre les réseaux de fosses. Donc ça fait penser aussi à Montipram. Et voici d'ailleurs ce que ça pourrait donner. Donc tout ça est évidemment très hypothétique pour l'instant. Il reste plein d'études à faire pour confirmer cet aspect. Alors j'ai fait un petit dossier pour conclure ce diaporama, pour vous montrer aussi des découvertes matérielles qu'on peut faire à Philitose. Donc sur 47 mètres carrés pour l'instant, on est à au moins 8 foyers. Donc ces foyers, ils présentent assez peu de variétés. Ce sont des plaques de cuisson en terre cuite qui sont installées sur des radiers en pierre ou en tesson recyclés et qui sont délimités par des parements de dalettes mises à la verticale, qui sont donc associés à des réfections de sol. À chaque fois qu'il y a une recharge de sol, il y a un nouveau foyer qui est construit. Ça rappelle un peu ce que Skatseni avait vu dans ses fouilles de l'autre côté. Énormément de terre cuite architecturale sur le site. Donc vous avez ici les torchis clayonnés sur la droite. On en a sorti des beaucoup plus beaux cette année, mais bon, j'ai pas pu tous les dessiner pour ce diaporama. Des éléments particuliers aussi, comme un stock d'argile qui a cuit accidentellement dans son panier. Donc ça permet de renseigner les vanneries de l'époque. La poterie, bon. Ouais, 4 campagnes de fouilles, à peu près 35 000 tessons, des choses qui sont très bien conservées, encore une fois, grâce aux recharges de sol. La grande tendance à Philitose, c'est qu'on a très peu de vaisselle de stockage. On a essentiellement de la vaisselle de table, même pas tellement de vaisselle de cuisine. On a énormément de vaisselle qui trahissent des contacts avec les différentes régions d'Italie, Toscane, Émilie-Romagne essentiellement, un petit peu Ligurie, Piémont. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Des formes très particulières comme des coupes de cuisson, des bouilloires, des passoires, des louches, enfin des trucs qui n'existent pour l'instant que à Philitose. Un des grands absents, ou quasiment absents, c'est la métallurgie, parce qu'on a très très peu d'éléments. On a juste quelques restes d'objets finis, de produits, comme un bracelet, un petit bracelet d'enfant qui est à ce jour le seul bracelet connu en métal pour l'âge du bronze corse, des alènes, des rivets, et puis des morceaux indéfinis d'outils. Du macro-outillage qui n'est pas très très bien représenté non plus. Quelques meules, quelques molettes, mais enfin c'est pas fou quoi, par rapport à d'autres sites qu'on a pu fouiller. Ça c'est important, une industrie lithique qui est une industrie lithique taillée en tout cas, qui est, on peut dire, quasi absente pour toute l'occupation bronze moyen, à l'exception de quelques pointes de flèches qui ont l'air d'avoir été ramassées sur des sites néolithiques, notamment celle-ci qui est en obsidienne et dont la tracéologie montre qu'elle a frotté pendant très longtemps contre du tissu, ce qui montre qu'en fait elle a été utilisée comme pendentif. En fait. Donc on n'est pas vraiment sur du fonctionnel. Ouais, j'ai fini. Des objets artisanaux comme une très belle fusaïole en stéatite qui est en forme de vase ou de panier. Et puis, on a eu la surprise d'avoir de la faune. Donc, il y a une étude archéozoologique qui est menée par Vianney Forest qui montre une prépondérance des ovicaprins, des porcins, des bovins. Quelques espèces piégées aussi, comme le prolagus, la belette, le hérisson, le loir, le laireau, les oiseaux et les poissons. Un des acquis de cette étude aussi, c'est la reconnaissance d'une race de vaches tout à fait bizarre, parce qu'on n'a quasiment que des vaches naines à Philitose. L'archéozoologue me dit toujours que mes vaches sont grandes comme des bergers allemands.
Comme on a des ossements, on a aussi de l'industrie sur os. Voilà, quelques exemples ici avec un poinçon. Et puis, je termine en disant que voilà, l'étude de Thomas Camagny sur l'environnement végétal progresse chaque année. Donc, on a un paysage qui est au bronze moyen et très proche de l'actuel, c'est-à-dire qu'on a du maquis aéricacé, donc à bruyère, qui est dominant autour du site. Et au niveau des espèces cultivées, on a eu la chance de trouver du millet, du blé, des févroles, et avec aussi un gros apport de la balanophagie, c'est-à-dire de la cueillette de glands pour la consommation courante. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Donc, merci d'avoir partagé avec nous donc, l'exclusivité de ces derniers résultats. Je pense qu'ils vont donner lieu à des questions. Je voudrais souligner également, on a plusieurs fois évoqué Roger Grosjean. Donc, vous informer que son fils, François Grosjean, donc, a fait don des archives de son père donc, à la collectivité de Corse. C'est un dossier qui a été traité avec le service régional de l'archéologie donc, de la DRAC, puisqu'il s'agit de... Amené par M. Séveigne. Oui. Sous l'étroite surveillance de Laurent Séveigne, rapatrié en Corse. Et donc, elles ont été donc versées aux archives de Corse et elles sont à présent consultables. Consultables, classées. Voilà, donc si quelqu'un maintenant a des questions pour Kevin. Une batterie de petites questions, Kevin. Dans les fosses, dans le remplissage des fosses, qui pourrait être le logement des statues menhirs, est-ce que tu as des recollages de tessons ou non? Pas vraiment. Non. C'est ce que je cherchais, parce que j'aurais bien voulu trouver ce qu'on pourrait appeler des urnes. Mais très franchement, c'est pas clair du tout. Et j'ai très clairement des tessons qui sont issus de vases qui sont trop anciens par rapport aux datations C14 qu'on a pu faire sur les os ou sur les charbons de fosse. Et du coup, qu'est-ce qui te conduit à penser que ce déplacement, cet enlèvement est ancien? Est-ce qu'il ne pourrait pas être subcontemporain? C'est le fait que le remploi des tronçons de statues menhirs dans le monument central de Philitose est lui-même ancien. C'est-à-dire que, bon, ça reste à démontrer, hein, c'est juste un point de vue, mais je pense qu'à la base, le monument central est une tore tout à fait classique avec une entrée de plein pied. Mais il doit se passer quelque chose vers le bronze récent. En tout cas, en Sardaigne, c'est à ce moment-là que ça se passe. C'est-à-dire qu'on assiste en Sardaigne à ce moment-là à un grand courant qui fait qu'on va condamner les entrées de plein pied de beaucoup de nourag pour créer des entrées surélevées. Et c'est exactement ce qui se passe à Philitose. On va condamner l'entrée avec tout un tas de tronçons de statues menhirs, probablement pour faire une entrée surélevée qui a disparu puisque le monument s'est arasé. Mais c'est pour ça que je considère que la destruction de l'alignement est ancienne. Est-ce que tu es arrivé à la base de la stratigraphie? En tout cas, à part en 2024, on est à la base partout. Et est-ce que vous avez commencé à réfléchir à la conservation, voire à la mise à valeur du rempart avec sa poterne? Réfléchir à la conservation, oui, et donc on a adopté une résolution très simple, c'est le bidim et recouvrir de terre, hein, parce que étant donné les enjeux stratigraphiques, tu dis là on a une coupe contre le rempart à quasi 1,80 m, on ne pouvait pas se permettre de laisser ouvert parce qu'il y a énormément de visiteurs. Donc pour l'instant, une conservation et une mise en valeur sur le long terme, non. On n'a pas de réflexion vraiment là-dessus, mais c'est une problématique compliquée parce que ce sont des architectures extrêmement fragiles. On le voit sur les autres parties du site qui ont été laissées ouvertes depuis les fouilles à Tseigne. Très sincèrement, moi je suis convaincu que la meilleure façon de les préserver, c'est de les enterrer. Hein. Ouais, Quel projet d'extension tu aurais? Alors oui, je vais vous remettre le plan du début. Ah, bah non, celui-là, ça suffit. Donc en fait, moi j'aimerais bien repartir sur une triannuelle et fouiller là où il y a le trait gris là.
voilà, pour essayer de compléter les réseaux de fosses et essayer de compléter les plans de bâtiments, parce que finalement, c'est ça qui nous manque, hein. Pour l'instant, on a encore un peu de mal à vraiment mettre en lien les différentes recharges avec les différentes architectures. Donc, il n'y a qu'une extension qui permettra de mieux comprendre tout ça. Et j'aimerais bien qu'on étende au sud-est pour aller taper sur le rempart oriental. Parce qu'il y est, hein. Il y a une marche topographique qui n'est pas du tout naturelle. Donc le rempart, on va le trouver sous terre, il est là. Eh bien, merci. Donc, on va faire un bond dans le temps pour rejoindre le site de Marianne à Luciane. Tu as pu installer... On va s'intéresser donc à la question des limites de la ville antique. Donc Emmanuel Lanoé est archéologue à l'INRAP. Il, donc grâce à une redocumentation du site de Marianne suite à différentes opérations d'archéologie préventive qui ont été menées ces dernières années, et en même temps avec en lien avec le programme scientifique et culturel du musée. Donc, il va nous partager sa nouvelle lecture du dispositif d'enceinte de la ville romaine. État de Marianne, état des connaissances. Bonjour, pour ma part, je vais vous présenter donc, l'état des connaissances sur les dispositifs de délimitation urbaine de la colonie fondée par Caius Marius en Corse, vers moins 100 micros. Merci. Oui, donc évidemment, je vais vous présenter le système de dispositifs, nos connaissances sur le dispositif de délimitation urbaine de la colonie fondée par Marius vers moins 100. Et nous verrons que la question de l'enceinte de Mariana est intrinsèquement liée à celle de la morphogénèse de la ville de chef-lieu de la colonie éponyme, dominant le territoire de la plaine nord-orientale de la Corse. Donc vous voyez en fond une évocation par Dominique Grobner qui est assez intéressante. Voilà. Sur ces aspects donc liés, les découvertes successives ont tout à la fois éclairé des pans de nos connaissances, tout en repoussant les questionnements, donc les problématiques de recherche future. L'archéologie étant une science cumulative, dit-on, il est donc impératif de croiser des sources d'origine diverses, archives, cartes, photographies, plans, stratigraphies, pour tenter de dégager un état des lieux de nos savoirs actuels sur les dispositifs de délimitation urbaine de Mariana et de proposer nos hypothèses restitutives à la fin. Tout d'abord, si ce n'est la citation de Mariana en tant que colonie fondée par Marius, les sources antiques ne nous sont d'aucun secours sur les questions d'urbanisme en général et d'enceinte en particulier. Pour leur part, les premiers cartographes de l'époque moderne font apparaître dès le XVIe siècle des mentions de type Mariana Ruinata ou Mariana Distruta, sans pour autant fournir d'éléments exploitables pour nos recherches. À la fin du XVIIIe siècle, l'administration royale fraîchement débarquée se lance alors rapidement dans le vaste chantier de réalisation du plan terrier. Et dès la décennie 1770, des travaux d'assainissement de la plaine nord-orientale ont été entrepris par le creusement du canal, encore en activité, raccordant le sud de l'étang de Bigoulia à l'estuaire du Golo, afin de favoriser la circulation des eaux stagnantes. Et par chance, cet ouvrage parfaitement rectiligne a été utilisé par les arpenteurs comme segment de référence en vue de la réalisation, en 1780, d'un document technique intermédiaire qui est le relevé expérimental d'une lieue carrée, qui correspond environ à 16 km², afin d'évaluer les moyens et méthodes destinés à la réalisation du terrier général de Corse.
En outre, ce document, qui a été réalisé à une échelle plus précise que le terrier définitif, est conservé aux archives de Corse avec un carnet d'observation de terrain. Or, dans ce secteur de plaine alors infesté par la malaria et pratiquement non bâti, les géomètres se sont intéressés à ce qui restait du site de Mariana, c'est-à-dire les ruines de la Canonica, mais aussi de l'édifice appelé l'Impérial, et pour ce qui nous concerne ici, des restes alors encore visibles de l'enceinte, représentés par 2 segments en pointillés. Les notes associées indiquent que l'un va se rendre au midi, il a environ 200 mètres, enfin 200 d'estoise qui correspond à 390 mètres approximativement, et l'autre au couchant, qui a à peu près la même longueur. Donc ces détails très importants vont disparaître du document officiel de 1795. L'autre source cartographique de référence, qui est le cadastre napoléonien de 1845, n'a pour sa part pas restitué les segments de murs auparavant décrits, mais seulement les chemins qui les bordent. Il est cependant le seul document à révéler un élément ruiné, qui est sur cette petite construction carrée située à l'extrémité sud du segment ouest et que nous intégrerons plus loin dans notre restitution générale. Au XIXe siècle, considéré comme le siècle des érudits, le site est souvent décrit par ceux-ci comme décevant et pauvre en vestiges. Mais certains nous ont fait part d'observations dignes d'intérêt. Ainsi, Philippe Pierangeli décrit en 1822 que Mariana ait été une ville considérable à l'époque, on ne peut pas le contester. Les murailles qui existent encore à quelques hauteurs de terre et quelques débris que l'on trouve épars çà et là attestent clairement que la ville devait avoir une circonférence de près d'1 mille. Ce que généralement l'on prend pour les murailles de la ville, et que je croyais trouver quelque chose d'extraordinaire, ce ne sont que des cailloux joints ensemble avec un ciment très fort. Elles s'étendent à une certaine distance tout autour de la Canonica. Il s'agit donc du premier témoignage un peu plus précis sur les caractéristiques de la maçonnerie et les représentations classiques associées à l'esthétique architecturale antique entraînent une déception palpable de l'auteur pour ces vestiges de notre petite colonie corse. L'abbé Galetti, pour sa part, donc personnalité protéiforme originaire de Lucerna, donne en 1863 des indications intéressantes dans son histoire de la Corse illustrée. Il décrit notamment dans son chapitre « Les ruines que l'on admire encore de l'ancienne ville de Mariana » les indications suivantes. On voit les vestiges d'un canal assez large qui communiquait avec la rivière du Golo. Sur les bords de ce canal, on voit une muraille d'une épaisseur considérable qui s'élève encore, sur quelques points, à la hauteur d'1 mètre. Ce canal et cette muraille servaient sans doute de défense à une partie de la ville. Nous reviendrons plus tard sur le sens à donner à ce prétendu canal, à ne pas confondre avec celui qui traverse toujours le site et que Galetti a vu construire en 1860. Mais pour ce qui concerne l'enceinte décrite, son segment occidental apparaît furtivement sur une gravure que Galetti a publiée en illustration du site de Mariana. Sans doute par attachement au territoire qu'il a vu grandir, Galetti a d'ailleurs tendance à réhabiliter, voire embellir ses descriptions de vestiges conservés de la ville antique. Mais il faut attendre le début du XXe siècle pour connaître les premières véritables explorations archéologiques de Mariana. Messieurs Louis Lesky et Albert Chauvel sont alors intervenus en 1936 et 1937 avec des sondages ciblés d'emprise limitée. Et ils nous ont également laissé un ensemble de clichés, y compris aériens, pris sur le site au sens large et qui sont d'un grand intérêt documentaire. Bien qu'il n'ait pas mentionné l'enceinte, celle-ci se devine sur une vue aérienne. Et surtout, une photo révèle pour la première fois un segment résiduel de l'enceinte maçonnée qui était assez significatif pour avoir retenu l'intérêt de son auteur. Malgré l'absence de description associée, il semble bien que ce vestige se rapporte à l'enceinte nord. Grâce à l'individu servant d'échelle, on peut estimer qu'elle était conservée sur plus de 2 mètres. C'est en 1964 que Geneviève Morachini-Mazel, l'archéologue emblématique de Mariana, réalise des observations à propos de l'enceinte, alors encore passablement lisible dans le paysage. Elle indique dans son rapport « J'ai divisé mon équipe en plusieurs petits groupes et j'ai chargé ceux-ci de mettre au jour les vestiges d'un gros mur rectiligne que j'avais repéré depuis longtemps, affleurant de loin en loin parmi les cultures. Il s'agissait bien, en effet, d'un mur continu, formant un carré de 450 mètres de côté, et qui ne peut être, à mon sens, que ce mur d'enceinte.
Le mur ainsi retrouvé est en assez mauvais état et est construit de gros galets de gaulois noyés dans un solide mortier de chaux. Il a à peu près 1 mètre de large et 1,50 m de hauteur actuelle. S'ensuit ensuite une interprétation stylistique et historique faisant remonter sa construction au 8e siècle de notre ère, ce qui limitait un peu son intérêt à ses yeux. Pour autant, il s'agit de l'ultime observation de l'édifice dans sa relative intégrité architecturale, d'où son intérêt. En outre, les archives de la FAGEC, je remercie donc Stéphane Orsini, conservent des clichés inédits faisant état d'autres découvertes réalisées la même année à l'occasion d'un suivi de réseau. Et on y voit un mur maçonné qui longe le sud de la route de la mer, cette fois-ci, en direction du site d'Ipanti. L'archéologue l'interprète comme l'enceinte d'orientation est-ouest et indique qu'elle en a identifié le retour vers le nord. Ainsi, il s'agirait de l'angle sud-est de la ville de Mariana, bien que non décrit ni situé précisément. Alors, ce n'est que bien plus tard, à l'aube des années 2010, que la question de l'enceinte, ou du moins des limites de Mariana, est relancée par les travaux des chercheurs Christina Corsi et Franck Vermelin. Ceux-ci sont alors les premiers à avoir pris soin d'interpréter les photos aériennes anciennes archivées par l'IGN, afin de réaliser un modèle théorique de l'extension de la ville qu'ils évaluaient à 29 hectares. De fait, les campagnes photographiques de 1937, 1948 et 1958 en particulier sont particulièrement révélatrices dans la mesure où elles font apparaître ces anomalies linéaires très franches sur un site alors en grande partie préservé de la construction. Et sur ce cliché de 1958, on voit bien un segment sombre au nord et à l'ouest, mais aussi un angle au sud-ouest, avec l'amorce d'un retour vers l'est, rapidement balayé par nombre de chenaux fossiles du cours fluctuant du Golo. Mais les données les plus récentes sur le sujet nous proviennent cette fois des opérations d'archéologie préventive que l'INRAP a réalisées sur le site et que vous voyez ici implantées sur le fond aérien de 1958. Les fouilles en question sont, dans l'ordre d'exécution, la déviation de la Canonica, opération urbaine en 3 zones, couvrant l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, réalisée par Philippe Chapon en 2017, dont je salue la mémoire, puis le site funéraire et artisanal de Prunicia en 2018, enfin, la petite nécropole romaine de Granalez en 2021, toutes deux sous ma conduite. Pour plus de cohérence dans ma démonstration, j'intégrerai les résultats obtenus en fonction de leurs contributions respectives de manière à appréhender la chronologie et les modalités du dispositif de délimitation de la ville romaine. Tout au nord, le site de Prunicia est avant tout celui d'une nécropole d'une centaine de tombes distribuées de part et d'autre d'un chemin tardo-républicain, ainsi que d'un atelier de terre cuite. Pour autant, il a également permis pour la première fois d'explorer le dispositif délimitant le nord de la ville. En effet, et malgré la présence de réseaux sensibles, il a été possible de réaliser un sondage dans un angle de l'emprise particulièrement stratégique, où il s'agissait de recouper l'emplacement théorique de la large anomalie linéaire que l'on voyait sur toutes les photos aériennes. Et comme vous pouvez le constater sur la coupe, il s'agit bien d'un puissant fossé, doté d'un fond plat de 2 mètres de large, et qui s'évase ensuite à 5,50 m à l'ouverture, pour une profondeur conservée d'1,60 m environ. Cette coupe a également mis en évidence un remplissage progressif, alternant vidange de foyer, épisodes de stagnation d'eau, érosion latérale et colmatage épisodique brusque. Surtout, son mobilier céramique le plus précoce se rapporte à la période tardo-républicaine, tout comme 2 monnaies anciennes. Enfin, un charbon collecté en partie basse et calé par le radiocarbone entre 334 et 42 avant Jésus-Christ. Parallèlement, en surplomb de ce fossé, à 1 mètre carré plus au sud, 1 mètre 40 plus au sud, nous retrouvions le vestige très dégradé d'un mur maçonné, le mur 20010, reposant sur une fondation de galets d'environ 80 cm de large. Nous ne pouvions le suivre dans notre emprise que sur 7 mètres de long, mais son prolongement était, lui, encore visible dans la parcelle voisine, à l'ouest, sur une longueur d'au moins 45 mètres. Enfin, dernier indice relevé, l'amorce d'un talus, le talus 20110, directement situé à l'arrière du mur, éveillait notre curiosité. Ce dernier recouvre un paléosol tardo-républicain, lui-même recoupé par le mur. Enfin, 3 datations de C14 réalisées au sein du mortier du mur maçonné 20010 fournissent les dates médianes respectives de -66, +10 et +14 pour la plus récente. À partir de ces éléments se dessine une chronologie qui fait se succéder un premier dispositif fossoyé, probablement doublé d'un talus,
doublée dans un second temps, approximativement un siècle plus tard, d'un mur maçonné implanté en façade de la levée de terre et surplombant le fossé. La technique de construction du mur, un banchage de galets noyés dans du mortier, correspond en tout point au témoignage antérieur évoqué. C'est en 2017, au cours de la fouille menée au sud de la Canonica, que des vestiges architecturaux conséquents ont relancé la question des limites urbaines de Mariana, mais cette fois dans ses parties méridionales et orientales, alors totalement méconnues. En effet, l'exploration d'un des îlots sud de la ville, occupé notamment par le fameux Mitraillum, a révélé que la rupture de pente nette entre la ville et la vallée fluviale était marquée par un mur penché, une fois de plus, de galets dans du mortier, marquant une terrasse de plus de 2,50 m de hauteur conservée et large de 80 cm au sommet. On constate également que le dispositif a fait l'objet d'une importante reprise au cours du second siècle, et celle-ci fait suite à un effondrement partiel intervenu sur un premier état, lequel subsistait encore partiellement à l'ouest. Or, ce premier mur avoisine la stratigraphie augustienne du site, et tout ceci indique à la fois un souci de délimitation urbaine et une protection contre les crues, dont l'importance pour la communauté est soulignée par au moins une phase de réédification. Le second élément, découvert par les chercheurs de l'INRAP, est 370 mètres plus à l'est, un tronçon de maçonnerie effondré, qui s'appelle le mur 3005, d'orientation nord-sud, relevé sur 16 mètres 70 de long. Sa hauteur restituée est de 4 mètres et sa largeur d'environ 1 mètre. Alors, il est d'une technique de construction identique que le mur de berge de la zone 1 et a fortiori de l'enceinte nord, c'est-à-dire un opus caementicum banché. Et les fouilleurs ont envisagé qu'il constitue le vestige de l'enceinte orientale de la ville. Alors, d'une datation délicate, parce que le C14 n'a pas bien fonctionné, ce mur est néanmoins implanté au sein d'une couche comportant du mobilier de la fin du 1er siècle avant notre ère. Au regard de cette découverte, les clichés de Geneviève Moracchini-Mazel évoqués plus haut, à propos de l'angle sud-est de la ville, peuvent donc éventuellement être recontextualisés. Enfin, en 2021, la fouille de Granalaise a révélé une partie d'une petite nécropole du Haut-Empire implantée dans un endroit qui n'avait alors jamais été urbanisé. Et les tombes ont été retrouvées à une dizaine de mètres à l'ouest d'une voirie nord-sud, recouvrant un fossé d'ailleurs. Ainsi, cet angle de la ville peut a priori être considéré comme une borne fiable de la limite urbaine en ce point. Dès lors, l'examen des données en notre possession et à ce stade de nos connaissances, nous tentons de proposer un modèle de dispositif d'enceinte de Mariana réalisé en 2 grandes étapes successives. La première, sans doute liée au rite de fondation, consisterait en une délimitation de l'enceinte projetée par ses créateurs à travers le creusement d'un fossé de type pomérium. Ce plan théorique de l'état 1 est basé sur des photos aériennes, l'exploration archéologique et la grille urbaine révélée par des prospections géophysiques et fouilles des 20e et 21e siècles. Ainsi, perpendiculairement au segment occidental, incliné de 9 degrés vers l'est et long de 470 mètres, le fameux canal de Galetti, répondrait au sud un retour d'environ 500 mètres vers l'est qui correspondrait à la profondeur initiale de l'emprise urbaine. Cette hypothèse part du postulat que le forum est situé a priori en position médiane, avec des îlots réguliers de 110 mètres par 50 mètres, répartis à peu près équitablement à l'est et à l'ouest. Par ailleurs, les données géoradar nous indiquent une rupture de pente naturelle au niveau de la limite orientale proposée à titre d'hypothèse. Dès lors, l'axe légèrement dévié du segment nord et l'encoche qu'on constitue Granalaise au nord-est pourrait s'expliquer en raison de contraintes extérieures, peut-être environnementales. En effet, s'agissant d'une création coloniale en principe ex nihilo, le choix d'implantation a dû être mûrement réfléchi et devait s'adapter à la topographie des lieux. Celle-ci correspondait alors à une extrémité de plateau surplombant la vallée fluviale au sud et la basse terrasse littorale à l'est, sans compter une lagune probablement beaucoup plus proche. Le dispositif initial, formé d'un fossé et probablement doublé d'un talus ou enceinte de terre, devait donner au chef-lieu de cité nouvellement créé par les vétérans de Marius un aspect plus proche d'un camp militaire que d'une véritable ville. L'emprise ainsi délimitée avoisinait les 23 hectares. La seconde
étape correspond à la mise en place du mur maçonné en opus caementicum. Et si au nord et à l'ouest, celui-ci se contente de doubler le fossé sans modification de son tracé, celui du sud, par sa part, a dû faire l'objet d'une sérieuse rectification, et probablement à la suite d'une modification du cours du fleuve avant le changement d'air. En effet, les îlots méridionaux ont dû être amputés par le déplacement d'une boucle du Golo, ceci expliquant la direction oblique du mur de terrasse trouvé en 2017, ainsi que la morphologie réduite d'une partie des îlots méridionaux. Pour sa part, l'emplacement du mur effondré de la zone 3 vers l'est indiquerait les limites urbaines du côté oriental, où la ville a alors pu être prolongée de 2 rangs d'îlots supplémentaires. Ceci permettant peut-être de compenser la perte de superficie du sud de la ville, donc qui est un poumon économique à proximité du fleuve. Quant à l'enceinte maçonnée, ou tout au moins la clôture murée, on pourra parler de terminologie, son aspect paraît correspondre avant tout à de longs segments de courtine, pouvant atteindre 4 mètres de haut, comme on a vu avec le mur effondré. Par ailleurs, nous interprétons l'édifice carré du cadastre napoléonien, auparavant évoqué, comme le vestige d'une tour d'angle sud-ouest, avec peut-être son équivalent au nord. Enfin, le dispositif devait être rythmé de portes, plus ou moins monumentalisées, à minima au nord, à l'est et à l'ouest, mais aucun élément n'en subsiste. Ainsi dessinée, la surface interne délimitée de la ville devait couvrir une emprise de 24 hectares. Bon, une partie de ces propositions nécessiteront à l'avenir des vérifications in situ, plus particulièrement pour ce qui concerne la limite orientale. En effet, l'établissement d'une morphologie mieux assurée de la ville nous paraît un préalable à tout programme d'exploration dans le détail intra-urbain. Enfin, le système d'enceinte nécessitera, à terme, un examen comparatif avec celui d'Aléria à l'époque romaine. Merci de votre attention. Merci pour cette présentation qui montre l'importance de croiser les sources anciennes avec les données actuelles. C'est ce qui est fait également ces dernières années pour le site d'Aléria. Donc, un petit moment d'échange. Des questions sur cette présentation ? Donc que je comprenne bien, le creusement du fossé de sa, entre guillemets, contre-escarpe est bien daté de l'époque républicaine, donc de Marius. Et est-ce que tu as trouvé des comparaisons de ce type de pomérium, de manifestation d'une colonie ailleurs ? Il y a l'exemple. Ça fonctionne, oui. Il y a l'exemple de Strasbourg, je crois, qui passe du camp militaire à la ville. Évidemment, on pense tous au pomérium de Rome et mais là, évidemment, on change complètement d'échelle. Mais en tout cas, ce double dispositif en 2 temps bien marqués, celui-là était bien établi sur le site de Prunicia, et on peut potentiellement l'étendre au niveau de la ville. Plus de questions ? Non, bah alors, on va poursuivre. Donc, on va poursuivre avec 2 courtes présentations relatives au site archéologique d'Aléria. Vous êtes contents ? Donc, c'est Franck Allegrini Simonetti, donc le responsable du site d'Aléria, la direction du patrimoine, qui va présenter donc au nom des responsables d'opération, Éric Gailledra,
Donc pour la première présentation, les fortifications d'Alérie à l'époque hellénistique, ces deux présentations s'inscrivent dans la reprise des recherches, d'un programme de recherche donc, initié avec nos collègues de la DRAC de Corse sur la ville d'Alérie et en lien également avec le programme scientifique du musée d'archéologie. Ça fonctionne? Oui. Alors désolé, je vais devoir lire, hein. Ça risque d'être un peu monotone. Je vais faire ce que je peux. Tout le monde entend? Alors, l'habitat antique d'Aléria constitue un site à part. Tant il existe encore à l'heure actuelle un fossé entre son importance historique, reconnue de longue date, et sa connaissance en termes archéologiques. Cela est particulièrement vrai pour les périodes que l'on qualifiera d'anciennes ou de pré-romaines, antérieures en tout cas à la prise de la ville par les légions romaines en 259 avant Jésus-Christ, au moment de la première guerre punique. L'histoire des recherches menées à Aléria explique largement cette méconnaissance. En effet, les travaux menés sur l'habitat par Jean Géas entre la fin des années 50 et les années 90 ont essentiellement porté sur le forum romain et ses abords. Et ce n'est qu'à la fin des années 70 que les travaux ont été entrepris dans la partie méridionale du plateau d'Aléria, plus particulièrement dans le secteur dit de l'amphithéâtre. Et de ce côté, ont été repérés divers aménagements à caractère défensif dont la chronologie s'étale de la période tardo-archaïque à la période romaine tardo-républicaine. Alors, parmi ces aménagements, ceux qui ont le plus retenu l'attention des fouilleurs de l'époque correspondent à un ensemble de vestiges partiellement occultés et de fait protégés par l'amphithéâtre romain. Ces vestiges, ici indiqués en orange, vous voyez le tracé en orange épais là, correspondent à un ensemble, voilà, sont ceux d'un rempart à soubaissement de blocs en grand appareil en calcaire coquillé, associé à une tour d'angle qui marquerait donc l'extrémité sud-est du périmètre fortifié. Partant de la tour, la courtine est-ouest s'interrompt au niveau d'une dépression qui pourrait marquer l'emplacement d'une des portes de la ville, donc en partie gauche, du côté de la flèche. Partant de la courtine est-ouest, en fait, je reprends ce que j'ai déjà lu, excusez-moi. C'est difficile de faire la part des choses. Bon, passons. Contrairement à ce que laisse entendre le plan restitué par Jean Géas, aucun aménagement bâti ne permet cependant de préciser la morphologie de cette probable ouverture. Ce qui est vrai, on ne voit rien sur place. Depuis la tour part une autre courtine, nord-sud cette fois-ci, qui elle-même se divise en deux tronçons distincts, semble-t-il accolés l'un à l'autre, le second obliquant assez nettement vers le nord-est. Ça, c'est ce qu'on peut voir en partie haute. Alors cet ensemble a été daté par Jean Géas entre la fin du IVe siècle et le début du IIIe siècle avant Jésus-Christ, et il s'agirait donc de la fortification que les troupes de Scipion prirent d'assaut en 259 avant Jésus-Christ. À ce propos, archéologiquement parlant, peu d'éléments, pièces d'armement ou autres, témoignent de cet événement. Si Jean Géas évoque par endroits des structures en bois incendiées, rien ne permet malheureusement de savoir à quoi cela correspond exactement.
Alors, la compréhension de ce rempart dit hellénistique, et plus généralement de l'ensemble des structures mises au jour dans la partie méridionale du site, demeure imparfaite. Cela tient évidemment et en premier lieu aux conditions des fouilles de l'époque et à l'absence quasi complète d'éléments de stratigraphie. Mais cela tient également aux vicissitudes qu'ont connues les fortifications d'Alire, et ce, dès l'Antiquité, entre remaniements architecturaux, récupération de matériaux et phénomènes d'érosion. Le secteur de la tour d'angle se révèle ainsi être particulièrement complexe, d'autant que les multiples interventions réalisées par Jean Géas ont laissé ici un terrain bouleversé et des stratigraphies particulièrement vulnérables. C'est ce qu'on peut voir sur la photo de gauche. En particulier, toute la partie gauche qu'on ne voit pas bien ici, mais c'est vrai que c'est assez bouleversé, c'est peu dire. Donc. Pour n'évoquer que la fortification dite hellénistique, ces blocs de calcaire coquillé ont à l'évidence été largement récupérés. Et on peut imaginer qu'une partie d'entre eux ont purement et simplement disparu dans des fours à chaux, comme celui présent à une vingtaine de mètres à l'ouest de l'amphithéâtre que l'on voit ici au bout de la flèche rouge. Quoi qu'il en soit, dans la perspective d'un programme de recherche consacré aux antécédents étrusques, et pourquoi pas phocéens, d'Aléria, c'est donc logiquement dans ce secteur méridional de l'habitat que de nouvelles opérations de terrain ont été entreprises en 2021, avec concrètement une fouille programmée dont l'objectif premier est de documenter les secteurs de fouilles ouverts à l'époque de Jean Géas. Un travail assez fastidieux, mais au final payant, de nettoyage, de relevé, de reprise de coupe ou de sondage préexistant. Donc on voit bien le secteur concerné, là, qui est dans la zone 5, les deux secteurs dans la zone 5 et dans la zone 4. La tour d'angle. Elle est édifiée à l'aide de blocs de calcaire coquillé, agencés de manière très soignée en appareil pseudo-isodome, avec des assises bien réglées et des joints vifs. On a des blocs qui mesurent entre 40 et 50 cm de haut pour une longueur pouvant dépasser 1 mètre. Et sont disposés tantôt en panneresse, tantôt en boutisse. Ils s'empilent en assises continues et, exception faite des 3 premiers lits, sont parfaitement réglés. La face est est la mieux conservée. 6 assises sont encore en place, mais le négatif laissé au contact de l'enceinte du 1er siècle, en opus caem antiquum, montre qu'au niveau de l'angle nord-est de la tour, un minimum de 11 assises étaient encore présents durant l'époque tardo-républicaine. Dès la première assise de l'élévation apparaît un bossage en U, dégagé par un encadrement ciselé. Dès la deuxième assise, la ligne des joints horizontaux bénéficie en plus d'un traitement esthétique particulier. Les joints sont en effet systématiquement dégagés par un chanfrein taillé dans les arêtes supérieures et inférieures. La qualité de l'assemblage des blocs repose sur une préparation précise des faces de joints. Les lits de pose et d'attente sont aplanis, presque lissés, sur toute la profondeur de chaque bloc, tandis qu'une bande d'anatyrose, large de 10 à 15 cm taillée sur la partie supérieure des faces latérales, assure un assemblage parfaitement ajusté et constitue aussi le bossage apparent. La partie arrière des faces latérales n'est pas nécessairement jointive et l'interstice entre les blocs peut être comblé avec de l'argile. Enfin, la face arrière des blocs est sommairement dégrossie à coups de pic. Aucune trace de scellement n'a été repérée. En revanche, des joints de lit sont creusés sur une petite cavité fournissant les points d'appui nécessaires pour une pince de levage. Cette tour a non seulement été largement démantelée et remaniée à l'époque romaine, mais elle a été aussi épirée à diverses époques. Le négatif du parement méridional, si l'on s'en tient aux observations faites par Jean Géas, nous permet de restituer une tour de plan carré de 9,20 mètres de côté, dont le ressaut de fondation se situe près de 3 mètres plus bas que celui du parement externe des courtines.
Ces courtines sont partiellement observables en plusieurs endroits et présentent parfois un bel état de conservation. Les différents tronçons se présentent de manière similaire sous la forme d'un ouvrage à double parement et remplissage interne ou un plectone de terre tassée et ou de briques crues, différentes mises en œuvre ayant été observables d'un endroit à l'autre. Les parements comprennent une base en bloc calcaire coquillé comparable à ceux de la tour, sur laquelle vient se positionner une élévation en briques crues. Selon les secteurs, ce soubassement en grand appareil comporte une ou deux assises de bloc et ne dépasse donc pas 50 cm de haut. L'assise inférieure repose sur un lit de galets apparemment destiné à régulariser la surface de pose. Ce qu'il faut retenir, c'est que d'un bout à l'autre de la structure, il y a énormément de... Enfin, énormément, enfin, il y a 2 ou 3 combinaisons différentes. Il reste 1 minute ? Ouais, c'est pas court, donc ça va pas être possible. Je vais écourter le truc. Voilà les briques crues. Bon. Alors, la largeur même de ces courtines n'est cependant pas régulière. Elle oscille entre 3,80 m et 4,20 m pour le premier tronçon et de 4,40 m pour le tronçon qui se dirige vers le nord-est. Ici, l'agencement particulier des blocs permet d'envisager l'existence d'une poterne dont l'ouverture dirigée vers le sud-ouest aurait été ainsi masquée. Alors, je ne sais pas comment faire. Tu dis qu'il reste combien ? Bon, alors le problème, c'est que je ne sais plus non plus à quel diapo je suis. Mais bon, ça va aller quand même. Ou alors, je fais défiler et je commente. Donc voilà les briques crues dont on parlait tout à l'heure, dont on pense, d'après les derniers examens, on pense qu'elles sont relatives à une phase de destruction et de reconstruction de la muraille à la fin de la République, ou pratiquement à la fin de la République. Alors, ok. On passe à la diapo 10. Alors, un autre aménagement a été mis en évidence le long du parement externe des courtines, manifestement destiné à renforcer la protection de la base des murs. Ce dispositif associe un radier de gros galets venant s'appuyer contre la base en grand appareil du rempart et un massif de limon très compact. Donc de la bauge ou de la daube selon les endroits, formant une sorte de petit talus appuyé sur la partie inférieure de l'élévation en briques crues. Si la fonction d'un tel aménagement ne soulève pas trop de questions, on pense à un dispositif venant gêner un éventuel travail de sape, on peut en revanche se demander s'il ne s'agit pas d'un renfort postérieur. Quoi qu'il en soit, la base en grand appareil de la courtine était alors totalement occultée, ce qui interroge quant à la pertinence d'utiliser des blocs munis d'un décor à bossage a priori destiné à être vus. L'assise inférieure de cette base, en grand appareil, était par ailleurs occultée par les sédiments d'une levée de terre, s'étendant sur environ 8 mètres de long vers l'est et précédant un fossé dont les limites n'ont été que partiellement reconnues. Le fait que ces blocs en grand appareil ont été installés au sommet de ce talus, le fait est que ces blocs ont été installés dans une légère semelle de fondation.
Au vu des éléments disponibles, on peut donc restituer de manière assez précise la physionomie de ce rempart, qui effectivement a bien dû être celui rencontré par les troupes de Scipion. Alors on va passer directement aux hypothèses de la tour. Concernant la tour, en résumé, je vais tenter de trouver la bonne diapo. Alors ça, c'est tout le matériel archéologique qui est associé. Désolé, hein. Alors c'est intéressant. Donc, aucune couche ne témoigne à proprement parler d'une destruction de la tour. Et on imagine avoir été soigneusement démontée par la suite. En revanche, la séquence liée à son fonctionnement est scellée par un épandage de mobilier céramique qui comprend une proportion anormalement élevée d'amphores et que l'on retrouve aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'enceinte. Voilà, donc ce qu'il faut retenir des dernières recherches sur le rempart, c'est que si au début on pensait qu'il s'agissait d'un seul et même monument constitué d'une tour d'angle et d'une muraille, donc muraille orientée au nord-est et à l'ouest. Et là, on commence à se poser des questions à partir du moment où, lors des dégagements d'il y a 2 ans, ont été observés certains blocs dont le bossage était inversé, était à l'intérieur, donc invisible, c'est-à-dire côté remplissage. Et là, c'est là qu'on a commencé à se poser des questions sur le démontage ou pas d'une tour primitive, donc simple tour, sans mur, et transformée, donc une tour qui a été rabaissée, rehaussée légèrement avec des briques crues, donc on a vu tout à l'heure, et flanquée de part et d'autre par une muraille constituée des blocs qui auraient été extraits de la partie sommitale de la tour. Donc ce qui nous aurait fait une tour. Là, on voit, c'est sur la diapo suivante, plus ou moins de 11,50 m de haut pour 9,20 m de base. Alors là, il y aura un calcul volumétrique à faire en fonction des blocs qui pourront être observés pour voir effectivement si ça colle. J'ai largement débordé. Écoutez, merci et désolé pour ce parcours chaotique. En fait, c'est beaucoup plus long que... Elles font pas combien elles devaient faire? Non, 10 minutes, oui. Effectivement, c'est des 20 minutes. Ouais, il a fait un peu plus long. Donc, on va passer à la deuxième petite communication, donc, qui concerne également Aléria. Donc, redécouvrir les ruines informes donc, de l'enceinte romaine d'Aléria. Donc, des travaux menés par Paul et Laurent Fontaine et à nouveau Éric Gailledra. Également en haut. C'est où? Non. Non, là. Je la vois. Donc, Paul Fontaine est professeur d'architecture romaine à l'université de Liège. Donc peu de diapos et beaucoup de textes. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. Non? Bon. Nouvel exercice. Est-ce qu'elles sont numérotées? Elles le sont, donc c'est bon. Alors, autant qu'il est possible de juger des ruines aussi informes, donc ça c'est citation de Prosper Mérimée, autant qu'il est possible de juger des ruines aussi informes, elles m'ont paru avoir plus d'analogie avec des murs du Moyen-Âge qu'avec des remparts romains. C'est en ces termes que Mérimée confie dans ses notes d'un voyage en Corse l'impression qu'il retire de l'enceinte romaine d'Aléria, suite à sa visite sur le terrain en 1839. Quelques 150 ans plus tard, dans son Antiquité retrouvée, Jean-Claude Golvin, en 2003, laisse entrevoir une enceinte comparable aux plus belles fortifications romaines de Gaule et d'Italie.
avec des murs à merlons et une porte monumentale à avant-cour digne de celle de Fréjus. Ces deux visions, pour le moins contrastées, effectivement, plus que contrastées même, sont une invitation à reconsidérer la matérialité de cette fortification d'Aléria, dont l'exploration archéologique a repris en 2018 dans le cadre du PCR Aléria et ses territoires. Et puis à partir de 2021, à l'occasion des fouilles dirigées par Éric Gailledra du CNRS Montpellier. Pour rappel, la période des fouilles dirigée par Jean Géas au siècle dernier, donc de 1957 à 1993, donc sur le site, hein, puisqu'il a beaucoup travaillé sur la nécropole aussi, alors, est marquée par le dégagement de quelques tronçons de murailles à l'est et à l'ouest de la ville antique, principalement entre 57 et 64, par 2 sondages stratigraphiques réalisés par le couple Lenoir-Rebuffat, qui fixe l'édification de l'enceinte à l'époque tardo-républicaine, entre 50 et 30 avant Jésus-Christ. On est alors en pleine période de guerre civile opposant Octave, futur Auguste, et ses rivaux. Et plus de 30 ans après l'installation par Sylla d'une colonie romaine sur le site d'Aléria. Le premier relevé précis des vestiges mis au jour par Jean Géas est bien postérieur à ces fouilles, puisqu'il fut entrepris il y a une dizaine d'années à peine. Il est publié dans le volume 129.2 des Meffras, paru en 2017, par Arnaud Coutela, excusez-moi, et F. Allegrini, enfin, je ne sais pas qui c'est. Alors, ce sont donc les tronçons soulignés en rouge. J'aurais pu l'apprendre par cœur, mais c'est trop compliqué. Alors, donc, la vue en coupe du rempart, à l'endroit où venait buter contre le flanc nord de la tour hellénistique, aujourd'hui épierrée. Donc, on voit très bien en négatif, là, l'endroit. Ben voilà, c'est au bout de la flèche bleue, on voit la trace en négatif des blocs à bossage du rempart précédent, donc sur lequel est venu s'appuyer le rempart romain en opus caementicum, qui était quand même assez liquide au moment de sa mise en œuvre. C'est des remparts banchés, hein, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Alors, du point de vue planimétrique, le circuit de l'enceinte peut être restitué dans sa configuration générale compte tenu des vestiges visibles et des indices topographiques à tirer de la photographie aérienne. Toutefois, mis bout à bout, les tronçons de remparts actuellement connus, pour l'essentiel dans un état très dégradé, mesurent à peine 125 mètres, soit 1/10 du périmètre urbain que l'on peut estimer à 1300 mètres. Pour une superficie englobée de 10 hectares environ, que l'on voit là à l'intérieur des tirets rouges. 10 hectares, donc. Dans 2 secteurs déjà pointés par Lenoir et Rebuffat, voir le plan de droite, plus ancien. Le passage de l'enceinte demeure plus particulièrement malaisé à retracer. Au nord-est, à l'est du bourg actuel, et au sud, dans le secteur de l'amphithéâtre. Dans les 2 cas, le talus qui marque le bord du site se dédouble, signe évident d'une altération du relief. Au sud, les fouilles de l'équipe de Montpellier, donc d'Éric Gailledra, ont apporté en 2021 et 2023 quelques premiers éléments de réponse. À l'est de l'amphithéâtre, la muraille romaine. À l'est de l'amphithéâtre, donc la muraille romaine a été retrouvée effondrée sur la pente du glacis mis en place pour la fortification hellénistique. En contrebas, la découverte d'un fossé corroborant une observation faite plus au nord par Lenoir et Rebuffat. Donc c'est un peu ce qu'on a. Je sais pas, c'est pas illustré là, peut-être la suivante. Oui, c'est illustré en haut. C'est un peu ce qu'on a observé tout à l'heure avec Marianne, où on voit ici
l'illustration d'en haut à droite, le mur complètement abattu à l'est, qui était un mur à peu près d'une hauteur équivalente, hein, ça devait faire 5-6 mètres ou peut-être même un peu plus, et qui... Oui, la muraille romaine qui devait faire à peu près 5-6 mètres ou 7 mètres, je ne me souviens plus trop, et qui s'est abattue carrément sur le fossé qui était situé quelques mètres un peu plus à l'est. On distingue bien le fossé au-dessus du nom d'Éric Gaïdra, l'espèce de... Alors c'est une tranchée qui a fait parler d'elle puisqu'elle était un peu particulière, mais elle nous a quand même permis de gagner quelques années en compréhension. Puis là, on a eu la section complète, en tout cas le rempart dans toute sa, le rempart romain sur toute sa hauteur, mais évidemment aplati. Alors, au chapitre de la technique de construction, la réalisation des murs témoigne de la même économie de moyens que celle qui se manifeste dans l'état actuel des connaissances au niveau des dispositifs tactiques. Les murs présentent une construction sans après et hâtive, une construction assez... en opus caementitium, donc ce qu'on a vu tout à l'heure aussi, coulé en banchées successives assez grossièrement superposées et laissées brutes de décoffrage. Donc 98. Sur le flanc est de l'enceinte, un relevé en élévation le noir et rebuffa, et le parement et le parement aujourd'hui encore visible en livre une claire illustration. Alors il faut aller, ben voilà, on le voit ici, complètement à l'est du site où on devine encore les traces des banchages, c'est-à-dire des planches qui ont servi à couler le béton. Combien il reste ? Alors, la maçonnerie des murs est uniformément constituée de gros et de petits galets issus de poudingues locales, généralement entiers et tassés dans un abondant mortier de chaux contenant une faible quantité de déchets céramiques. Morceaux de tuiles, fragments d'amphores, tessons de vase. Des analyses du mortier, réalisées par le laboratoire IRPA de Bruxelles, ont permis d'établir que la chaux utilisée est issue d'un calcaire coquillé identique à celui des murs hellénistiques et provenant de gisements bien localisés au nord-ouest et à l'ouest de l'étang de Diane. Nord-ouest et ouest de l'étang de Diane, ça correspond plus ou moins au site de Vadine, qui est un site assez... où on voit de part et d'autre de la route aussi pas mal de blocs calcaires. Il est donc certain que les blocs des remparts hellénistiques ont alimenté des fours à chaux créés pour la construction de l'enceinte romaine. Alors ces fours-là n'ont pas encore été découverts. Le seul four qu'on ait sur le site est un four qui doit dater du XVIIe siècle. Il n'a pas encore été daté, mais qui est relativement récent. On soulignera au passage que l'élévation parement et noyau forment une seule et même masse d'opus caementicum. Parler d'un mur à parement en opus incertum, comme on l'écrit encore aujourd'hui, dans le prolongement de l'appareil incertain de Mérimée, ne se justifie absolument pas. Donc c'est bien un caementicum. Alors de manière un peu surprenante, pour une enceinte coloniale romaine, la construction n'obéit pas à un cahier des charges uniforme. L'épaisseur des murs est variable. Côté ouest, 85 cm, avec un simple parapet au sommet des escarpements naturels, et côté ouest, 1,80 m, donc d'épaisseur, dans le secteur le plus exposé du vallon méridional. Mais 1,35 m contre la tour hellénistique, donc assez irrégulier. Idem pour la profondeur des fondations, qui va de 90 cm à l'ouest jusqu'à 1,30 m dans la partie est, du côté de la coupe ouverte en 2021. Au pied des remparts hellénistiques. Donc la profondeur est nettement insuffisante pour un rempart d'une élévation minimale de 6 mètres, et alors même que le rempart fut implanté dans les terres de Remblai. Donc c'est apparemment une tentative de stabilisation du glacis par un muret implanté en contrebas. Voilà, le fait de l'épaisseur insuffisante de la tranchée de fondation a nécessité
tentative de stabilisation du glacis par un petit muret, mais qu'on voit ici d'ailleurs, au-dessus de la flèche. Alors, on retrouve la photo qu'on vous a présentée tout à l'heure sur Marianne. Alors, un bon parallèle pour la technique de construction des murs d'Aléria est l'enceinte effondrée du camp de Tamoussita en Mauritanie, Tangitane. Donc Sidi Ali Ben Hamed, Maroc, où étaient stationnées des troupes d'auxiliaires. Cette fortification date de la deuxième moitié du 1er siècle après Jésus-Christ, plus proche d'Aléria et récemment mis au jour. Un tronçon de mur identifiable comme un reste de l'enceinte de la colonie silanienne de Marianne, dans le nord de la Corse. Donc ça, c'est celui de la photo de droite, comme vous pouvez le voir. Donc cet exemple est tout à fait comparable à celui que l'on peut observer à Aléria, en Opus Caementicum de galets noyés dans le mortier. En l'absence d'un appareil de parement proprement dit, comme aussi de fondations importantes et d'une technique de construction soignée, l'enceinte d'Aléria se différencie ainsi au premier regard des enceintes coloniales et municipales édifiées en Italie ou en Gaule, dans la seconde moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ. En Italie, Ostia, Mevagna, Spello, Aosta, Pesaro, Fano, Urbisaglia. Et en Gaule, Arles, Fréjus, Nîmes, etc. Sur toutes ces enceintes, le noyau en opus caementicum est revêtu d'un parement assez qualitatif en opus reticulatum, opus vitatum ou opus testaceum. Donc, c'est la conclusion. Alors, vu les temps troublés dans lesquels s'inscrit l'édification de l'enceinte d'Aléria, on ne peut manquer de s'étonner de l'absence apparente des tours dans le secteur oriental. Un secteur qui est particulièrement exposé en correspondance des vallons, qui forment des points faibles. Alors qu'elles aient pu disparaître sans laisser aucune trace d'arrachement dans la maçonnerie reste à démontrer. Donc c'est vrai que dans la maçonnerie, on ne voit pas de traces d'arrachement qui pourraient correspondre à la destruction de tours. On pourrait aussi imaginer, un peu comme sur l'enceinte d'Ostie, aujourd'hui datée du milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, l'existence de tours miradors ancrées dans la face interne des murs. Ceci dit, quelle que soit l'issue de ce débat autour de la valeur défensive des murs d'Aléria, le caractère économique, hâtif, voire rudimentaire de leur construction reflète sans doute aucun l'intérêt limité que Rome porte à sa colonie avant l'ère augustéenne de l'Empire. Cette réalité n'ôte toutefois rien à l'intérêt topographique de l'enceinte puisqu'elle représente le plus ancien monument permettant de fixer dans ses grandes lignes les limites de la cité antique d'Aléria, les limites est et sud. Il reste à déterminer dans quelle mesure ce périmètre, valable pour la ville romaine, perpétue le tracé de fortification plus ancienne, actuellement, excusez-moi pour la ponctuation, ancienne. Actuellement, une telle coïncidence ne se vérifie que dans le secteur de l'amphithéâtre. Voilà. Ma foi. Donc voilà, vous avez des questions. Donc, merci pour cette présentation. Y a-t-il des questions ? Ah. Merci Laurent pour ta camaraderie. Oui, merci pour les démonstrations. C'est effectivement très atypique. Des comparaisons avaient été tentées par Fontaine et Gailledra avec l'Italie. Je ne sais pas s'ils ont progressé là-dessus. D'ailleurs, est-ce qu'on peut progresser là-dessus ? Bon. Moi, je pense qu'on peut être très, très inquiet pour la conservation de ces superbes appareils à bossage qui
était protégé, vous le savez, par une toiture qui a été enlevée, qui est déchaussée par les diverses interventions archéologiques et pour lequel il faut, je crois, sans délai, réfléchir à leur protection, quelle qu'elle soit. Hein. Est-ce qu'on recouvre, est-ce qu'on cristallise, de quelle manière? Mais je crois que il est de notre responsabilité à ce moment-ci des investigations archéologiques d'assurer la protection de ce rempart qui est absolument incroyable. Oui, donc oui. Ça, effectivement, depuis le début, hein, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, avec, en particulier Romuald qui est ici, qui s'est chargé de la partie conservation de l'amphithéâtre et puis aussi de la partie accueil du public, hein, puisqu'on a l'intention de rendre à l'amphithéâtre sa fonction initiale. Mais comme l'amphithéâtre et le rempart, et les remparts, en tout cas les murailles sont tellement intriqués les uns dans les autres, donc on va considérer que c'est la même opération, c'est le même chantier. Et donc dans la partie consacrée à l'édification de gradins qui seront posés, ça ne sera pas quelque chose de comment dire de destructif, est intégrée la superstructure qui viendra protéger la muraille pré-romaine. Alors, on en est encore pour l'instant à la réflexion de principe, hein, avec Romuald. La phase suivante, ça sera d'élaborer avec les services de l'État aussi une protection qui ne soit pas trop impactante d'un point de vue paysager, mais qui soit suffisamment efficace. Alors pour l'instant, c'est du géotextile, hein, puisque c'est ça. Alors donc là, en attendant, on a protégé la tour avec simplement du géotextile. Alors ce qu'on va faire, là, je vais voir ça avec Eric Gailledra, là, quand il vient, on va mettre en place un auvent. Un auvent, mais le problème du auvent, c'est qu'il y aura des ruissellements qui vont alimenter finalement la fosse et la transformer en bassin. Donc voilà, on réfléchit à un platelage qu'on sort donc pendant la fouille et qu'on remet à la fin de la fouille, en attendant la mise en œuvre la mise en place de la superstructure définitive. Voilà, mais on y pense quand même. Oui, donc l'hiver prochain, il y aura une protection provisoire qui sera mise en place. S'il n'y a plus de questions, donc on va conclure. C'est le direct.